Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Meredith Kercher. Qui était Meredith? Meredith était une jeune étudiante anglaise de 21 ans qui en 2007 décide de passer son année Erasmus à l'étranger, à Pérouse, en Italie. Elle s'installe dans une colocation. Dans cette colocation, il y a Laura et Filomena, deux jeunes italiennes. Un peu plus âgées, elles sont élèves avocates, très sympathiques, elles jouent le rôle des grandes sœurs. Il y a également Amanda. Amanda est une jeune américaine d'un an de moins, 20 ans. Elle vient de Seattle. Bonne nouvelle, elles parlent la même langue. Elles ont à peu près du coup la même culture anglo-saxonne. Sur le papier, elles vont bien s'entendre. Amanda et Meredith, dans la maison, sont côte à côte. Leurs chambres sont côte à côte. Laura et Filomena ont leur chambre également côte à côte. Il y a un peu deux espaces dédiés. Voilà, la maison est plutôt bien organisée. En apparence, tout se passe à merveille. Le 1er novembre 2007, Amanda, qui vient de rencontrer son nouveau copain, un bel Italien, Raphaël, il y a une semaine, décide de passer la soirée chez lui. Le lendemain matin, sachant qu'ils ont prévu une escapade romantique dans une ville à côté de Pérouse, elle décide de rentrer chez elle, prendre une douche et prendre quelques affaires. Elle arrive dans la maison, il n'y a personne. Alors elle savait qu'une de ses colocataires italiennes, car c'était un jour férié en Italie, était dans sa famille. Elle sait que l'autre de ses colocataires italiennes passait la soirée avec des amis. Mais il n'y a pas Meredith. Meredith n'est pas présente. Enfin, il n'y a personne du coup dans la maison au moment où elle arrive. Elle prend sa douche. Et en sortant, quelque chose l'intrigue. Sur le tapis de bain, une marque de sang. Ça l'intrigue sans l'alerter. Elle se dit peut-être que Meredith avait ses règles, qu'elle s'est coupée. Car en se rendant à côté du lavabo, elle remarque également une tache de sang. Bon, pourquoi pas. Un accident est vite arrivé. Un petit accident. Elle veut se sécher les cheveux et le sèche-cheveux est dans l'autre salle de bain, celle de Laura et Filomena. Elle s'y rend et là, terreur. Il y a des excréments dans les toilettes. La chasse n'est pas tirée. Ce qui l'alerte, car elle sait que ses 3 colocataires sont extrêmement ordonnés. Finalement, c'est elle qui est un peu la plus désinvolte par rapport au ménage. Donc elle s'inquiète. Elle appelle son copain, elle retourne chez lui avec une serpillière à la main. Des témoins la voient, avec une serpillière à la main, se rendre à nouveau chez Raphaël. Il y aurait une fuite d'eau chez Raphaël. Donc pour éponger, il n'avait pas ce qu'il fallait. Elle lui propose de ramener en passant sa serpillière. Et elle lui demande de l'accompagner chez elle, car elle a un mauvais pressentiment. Les deux se rendent dans la villa. Ils font un peu le tour. La chambre de Laura est ordonnée. Rien d'inquiétant. La chambre de Meredith ne s'ouvre pas. Là, ça confirme quand même que quelque chose cloche. Et puis, dans la chambre de Filomena, stupeur. La fenêtre est brisée. Une pierre est en plein milieu de la pièce. Tout est éparpillé. Elle et Raphaël décident quand même de vérifier s'il n'y a pas de vol manifeste. Voilà. Apparemment non, mais quelqu'un s'est introduit dans la maison. Donc là, ils appellent les policiers et en parallèle, Amanda appelle également, tente de joindre ses 3 colocataires. Seule Filomena répond et Filomena arrive rapidement avec des copains à elle. Entre-temps, la police qu'ils ont appelée n'arrive pas encore, mais en Italie, un peu comme chez nous, il y a l'équivalent de la police municipale et de la police nationale. Donc Amanda et Raphaël appellent la police nationale, mais entre-temps, Filomena arrive et la police municipale arrive, alors qu'ils ne les ont pas contactés. Pourquoi ils arrivent? Car ils ont retrouvé dans le jardin d'une des voisines 2 téléphones, ceux de Meredith. Ce qui est quand même assez étrange. Si l'on ajoute à cette trouvaille l'intrusion dans la maison. Tout le monde commence un peu à paniquer, sachant, encore une fois, que la chambre de Meredith est fermée à clé et ce n'est pas dans ses habitudes. Finalement, l'un des amis de Filomena
décident de forcer la porte. Et c'est l'horreur. Une mare de sang se présente à eux, et au milieu de cette mare de sang, un pied qui dépasse d'une couverture. On fait sortir tout le monde, les policiers font sortir tout le monde, et il s'avère que sous cette couverture se trouvait le corps de Meredith massacrée. Elle a été égorgée, elle a été frappée de plusieurs coups de couteau 47, on le saura plus tard. Les carabiniers, donc l'équivalent de notre police nationale, arrivent sur place. Ils échangent avec les témoins, ils échangent avec la police municipale, police postale, comme ils l'appellent en Italie. Le procureur qui directement va être chargé de l'enquête, Monsieur Minini, arrive sur les lieux. Donc c'est lui qui devient le chef, le leader de cette enquête. Il arrive sur les lieux, la police scientifique est déjà présente. Et on l'alerte, discrètement. Car à l'extérieur de la maison, 2 jeunes se bécotent, de manière en apparence plutôt nonchalante, pour des personnes qui viennent d'apprendre l'existence d'un crime. C'est Amanda et Raphaël. Et Amanda vient d'apprendre l'existence du meurtre de sa colocataire. Ça les alerte. Cette posture, ce comportement leur paraît un peu léger. Ça les alerte pour le moment, mais voilà, hein, sans les catastropher, ils se concentrent sur les faits. Donc, Monsieur Minini rentre dans la maison. Il commence par la chambre de Philomena, là où l'intrusion aurait eu lieu. Et il y a quelques indices qui lui mettent la puce à l'oreille. Pour lui, ce n'est pas un cambriolage. Première chose, la fenêtre par laquelle serait entré le cambrioleur est très élevée par rapport au sol. Il n'y a pas d'accroche possible, c'est un mur lisse. Il y a le sol, un mur lisse, la fenêtre. Ça lui paraît intuitivement compliqué. Première chose. Deuxième chose, il remarque que les éclats de verre se trouvent sur les vêtements éparpillés. Alors que physiquement, quand vous brisez une fenêtre et qu'ensuite vous mettez à sac une pièce pour vous emparer de certains objets, bon, par définition, les vêtements, les objets se trouvent par-dessus les éclats de verre. Ce n'est pas le cas. Directement, il alerte ses collègues, c'est un faux cambriolage, ça a été mis en scène. Et puis il se rend dans la malheureuse chambre, auprès de la malheureuse Meredith, de son cadavre. Et un autre détail l'interpelle, le fait que le corps soit recouvert. Deuxième intuition, c'est étrange pour un crime fait par un homme que le corps soit recouvert. Bien que manifestement, et ce sera confirmé par l'autopsie, Meredith a été agressée sexuellement. Elle n'a pas été violée, mais agressée sexuellement. Donc, l'œuvre, a priori, d'un homme. La couverture sur le corps indique de la pudeur. Voilà, en criminologie, pour Monsieur Minini, ça indique la présence d'une jeune femme. Enfin, d'une femme, lapsus. Les jours passant, tout le monde est interrogé, et spécifiquement Amanda et Raphaël, car ce sont les premiers à être arrivés sur les lieux. Et donc c'est eux qu'on cuisine le plus. Au départ, ils sont cohérents, tous les deux. Ils étaient chez Raphaël, eux n'ont rien vu, mis à part malheureusement les preuves de l'intrusion le lendemain. Sauf qu'au 4e jour ou au 5e jour d'interrogatoire, Raphaël craque. Il dit au policier, il raconte au policier qu'Amanda n'était pas avec lui tout le long de la soirée, qu'elle s'est absentée. Et alors là, patatras. De simples témoins, Amanda et Raphaël deviennent suspects. Raphaël car il a menti en premier lieu, et Amanda car du coup, visiblement, elle n'était pas toute la soirée chez son copain, donc potentiellement chez elle. Les policiers musclent les interrogatoires, et à un moment donné, Amanda, elle aussi, craque. Elle raconte qu'elle était présente dans la maison ce soir-là, et que c'est son boss, car elle travaillait pour se faire de l'argent en parallèle de ses études dans un bar, Patrick Lumumba,
qui aurait eu des vues sur Meredith, qu'elle aurait ramené à la maison pour lui présenter Meredith et que ça aurait mal tourné et qu'elle aurait assisté au meurtre. Patrick Lumumba est arrêté, mais également Amanda et Raphaël. Ils sont tous les trois emprisonnés. Pendant leur incarcération, l'enquête avance plutôt rapidement. 2 aspects de l'enquête vont incriminer fortement Amanda et Raphaël. Et je tiens à le rappeler, car justement, le gros problème de cette histoire, et qui va se poser dès les premiers jours, c'est la médiatisation extrême du crime de Meredith. Quand les médias ont connaissance de l'inculpation d'Amanda et de Raphaël, enfin de l'incarcération, ils ne sont pas encore inculpés, ils vont se jeter sur cette affaire. Et pas seulement les médias italiens, européens, américains, le monde entier va se passionner pour cette histoire. La belle américaine qui tue la belle anglaise. Même avant que les preuves en possession de la police soient rendues publiques, les gros titres font leur chou gras du meurtre de Meredith. Et ça va fausser d'un côté comme de l'autre, et l'accusation et la défense pendant 8 ans, car cette affaire va durer 8 longues années. Et, encore une fois, les éléments matériels qui sont mis en avant dès le début de l'enquête sont aujourd'hui plutôt occultés. Donc, très vite, la police va retrouver, dans certains endroits de la maison et sur des objets, l'ADN d'Amanda et de Raphaël. Ils vont trouver chez Raphaël un couteau qu'ils trouvent bien trop propre et qui correspond en termes de taille, qui correspondrait du moins à l'entaille retrouvée sur le cou de Meredith. Ils le font analyser. Et sur le manche se trouve l'ADN d'Amanda, sur la lame, l'ADN de Meredith. On ne peut pas faire plus explicite. Première chose. Deuxième chose, ils vont passer au luminol toute la maison. Ils vont trouver des traces de pas ensanglantés qui ont été nettoyés, car le luminol permet de faire apparaître le sang nettoyé. Donc ils vont trouver des traces de pas ensanglantés dont la longueur correspond au pied d'Amanda. Ils vont également trouver dans la salle de bain, dans les gouttes de sang de Meredith, l'ADN d'Amanda. Ça commence à s'accumuler. Ils vont également trouver dans la chambre de Philomena, là où le cambriolage aurait été mis en scène, des gouttes de sang de Meredith mélangées à l'ADN d'Amanda. Je me positionne là pour le moment du côté de l'accusation. C'est ce qui est trouvé au départ. C'est également trouvé sur un morceau de soutien-gorge l'ADN de Raphaël. Et puis, sur l'ensemble de la scène du crime, sur les murs de la chambre, sur le corps de Meredith, est trouvé de manière incontestable un ADN étranger qui ne correspond pas à celui de Patrick Lumumba. Les policiers rentrent dans le fichier national des empreintes digitales, l'ADN retrouvé, enfin de l'ADN, empreinte digitale, je ne sais plus comment il s'appelle, le fichier en Italie. Et il y a un match, il y a une correspondance. Et cette correspondance est celle de Rudy Guede. Rudy Guede est un jeune Italien qui, malheureusement, depuis plusieurs années, est un peu en déshérence, c'est-à-dire qu'il est d'origine ivoirienne. Il est arrivé avec son père en Italie très jeune, son père est reparti malheureusement dans son pays d'origine, et donc il a été un peu laissé à l'abandon. Donc voilà, il erre dans Pérouse, il fume des joints avec les étudiants, il se fait passer pour étudiant, il cambriole également. Donc déjà, ça rapproche quand même de l'histoire qui se dessine sur le lieu du crime. Voilà, donc c'est un cambrioleur, un marginal, un raté quoi. Et c'est son ADN qui est retrouvé. Donc Patrick Lumumba semble
pour le moment innocentée. Et quelques jours après ces découvertes, plusieurs témoins vont se déclarer à la police en disant écoutez, on était avec monsieur Lumumba ce soir-là, on peut le prouver, donc il est libéré. Voilà. Et donc les suspicions de culpabilité se renforcent sur Amanda car on se rend compte qu'elle a donné le nom d'un innocent, elle a livré un innocent à la police. Pourquoi a-t-elle fait ça? C'est très bizarre. Donc, la présence de 3 personnes, Rudy Guede, Raphaël Solicito et Amanda Knox, pendant le crime, car associés au sang, associés au corps de la victime, associés au meurtre, sont retrouvés. Voilà. Cette présence est confirmée. Voilà. Et puis, à cela, à ces éléments matériels, s'ajoutent les témoignages. Les témoignages des proches de Meredith, les témoignages d'inconnus, de badauds, qui étaient présents dans les environs de la pergola, de la maison, ce soir-là. Meredith avait un groupe d'amies anglaises. Donc naturellement, voilà, des jeunes femmes qui avaient la même citoyenneté qu'elle, qui partageaient les mêmes hobbies, les mêmes valeurs. Hein. Voilà, elle avait son petit groupe de copines hein, qu'elle s'était constitué très rapidement après son arrivée à Pérouse. Et ce que ces jeunes femmes vont révéler aux policiers est assez préoccupant. Elles révèlent que si Amanda et Meredith, les premiers jours de leur cohabitation, se sont plutôt bien entendus, très vite la situation s'est dégradée. Selon elle, Meredith était agacée par le comportement d'Amanda qui ramenait des inconnus régulièrement, voilà, pour partager des moments d'intimité. Elle ne nettoyait rien, elle était très négligée, elle parlait fort, bref. La bienséance n'était pas ce qui caractérisait Amanda, à l'inverse de Meredith, qui, elle, est dépeinte comme une jeune femme bien rangée, classe, ordonnée, qui ne sort pas avec tous les garçons qu'elle croise. Voilà, elle avait un flirt d'ailleurs avec un jeune étudiant italien également, Giacomo, qui habitait en dessous de chez eux. Mais voilà, hein, elle ne faisait pas de folie et apparemment le comportement d'Amanda l'énervait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas juste agacée, ce n'était pas une remarque par-ci par-là, il y avait une vraie animosité entre les deux. D'ailleurs, la veille du soir du crime, donc c'était Halloween, et Meredith aurait catégoriquement refusé qu'Amanda se joigne à elle et ses copines pour fêter Halloween. Donc, ce que révèlent les témoignages des amis de Meredith, c'est quand même ce qui peut se rapprocher du début d'un mobile. Voilà. Et c'est confirmé par l'une des colocataires d'Amanda et de Meredith, Philomena. Philomena confirme que les deux jeunes femmes avaient des tempéraments extrêmement différents et qu'elle avait remarqué qu'une distance se créait entre les deux. Donc ça, ce sont les faits. Et là où je disais que les médias, malheureusement, vont grossir le trait, et si ça va jouer en défaveur d'Amanda dans un premier temps, plus tard, ça va jouer en sa faveur, parce qu'elle va être caricaturée. Voilà, la jeune américaine, lascive, manipulatrice, qui ne s'intéresse qu'aux hommes, qu'à la fête. Voilà, à l'inverse de la jeune, vraiment les clichés, hein, la jeune britannique, guindée, propre sur elle. Donc voilà, donc on va caricaturer les deux jeunes femmes très rapidement. Ça, voilà, il faut le rappeler de temps en temps, mais finalement, ça a absorbé la réalité des faits. Donc les faits, à ce moment-là, ce sont ces témoignages. Et à ces témoignages des proches se rajoutent les témoignages d'inconnus. Premier témoignage est celui d'un SDF qui passait ses soirées sur un banc, pas loin de la maison des jeunes femmes. Des témoins ont confirmé que ce SDF était présent le soir du meurtre et il aurait vu Amanda et Raphaël à l'heure où le meurtre se serait produit, aux alentours de la maison. Voilà. À ce moment-là, c'est le témoignage qu'il livre. Un an plus tard, un
propriétaire de magasin va se déclarer à la police en disant « J'ai hésité à en parler, mais j'ai vu Amanda très tôt le matin venir acheter, donc il ne se souvient plus, donc témoignage flou quand même, hein, mais venir acheter des produits dans mon magasin, sachant qu'Amanda et Raphaël ont déclaré, parce qu'après avoir démonté leurs alibis et avoir, pour Amanda, avoué être sur les lieux, bien évidemment ils se sont tous les deux rétractés et s'en sont tenus à leur première version. Donc leur première version, c'est qu'ils étaient ensemble, du début de la soirée, vers 18h-19h, jusqu'à 10h le matin, ils étaient ensemble chez eux, téléphone coupé, ils profitaient. Donc, ces deux témoignages viennent casser le récit des deux jeunes amoureux, finalement. Donc l'accusation grossit. Hein, les éléments matériels, les témoignages grossissent les arguments de l'accusation. Et ce qui devait arriver arriva en 2009. Donc après 2 ans d'incarcération, Amanda et Raphaël sont jugés et déclarés coupables de meurtre, de séquestration et d'agression sexuelle sur la personne de Meredith. Entre-temps, Rudi Guede, qui s'était enfui en Allemagne, a avoué être sur les lieux. Il n'a pas avoué le crime, malgré, pour le coup, les preuves évidentes qui l'inculpaient. Sa fuite, l'ADN partout, présent partout dans la chambre de la victime, de Meredith. Donc, mais il reconnaît sur les lieux et il demande à bénéficier d'un procès accéléré. Donc c'est une procédure judiciaire qui existe en Italie et qui donc lui permet ensuite de voir sa peine réduite. Donc il est condamné pour meurtre à 30 ans de prison, mais il voit sa peine réduite automatiquement à 16 ans de prison. Spoiler, il en fera que 13. Vu l'horreur du crime, on se pose des questions. Mais ce qui fait que, vu que lui, il a reconnu de manière cohérente être présent sur les lieux, il ne reconnaît pas l'avoir tué, mais il reconnaît être présent sur les lieux, il a bénéficié de ce procès. À l'inverse d'Amanda et Raphaël, qui, après plusieurs versions et atermoiements, en sont restés à leur version officielle, celle de l'absence sur les lieux du crime. Donc, un procès doit avoir lieu pour trancher, finalement. Et c'est tranché face à toutes les preuves qui ont été mises en avant par l'accusation. La défense ne réussit pas à discréditer l'argumentaire du procureur Mignini et les deux jeunes amoureux sont condamnés à 25 et 26 ans de prison, respectivement, à Pérouse, en 2009. Bien évidemment, Amanda et Raphaël vont faire appel. Et c'est là que le dossier devient vraiment complexe. C'est là qu'il devient complexe. Car s'il apparaît solide dans un premier temps, la défense d'Amanda et Raphaël va se muscler. Le deuxième procès aura lieu en 2011 et les preuves qu'ont apportées les policiers et l'accusation vont être point par point démontées, complètement décrédibilisées. Les premières preuves sont l'ADN. L'ADN présent sur le couteau, c'est-à-dire que pendant les recherches des enquêteurs, ils ont été filmés. La police scientifique a filmé le moment où ils récoltent les preuves, ils analysent le lieu du crime, etc. Et malheureusement, les procédures standards n'ont pas été respectées, les procédures pour éviter les contaminations. Donc, ce que réussit à prouver grâce à une expertise indépendante la défense d'Amanda et de Raphaël, c'est qu'il y avait un risque de contamination des échantillons, des preuves, que ce soit l'ADN ou le morceau de soutien-gorge récolté, et que donc l'ADN retrouvé sur ces deux éléments n'était pas fiable. Quant aux ADN retrouvés mélangés à ceux de Meredith, aux gouttes de sang de Meredith dans la chambre de Philomena et dans la salle de bain, de la même manière, pour eux ce n'est pas la contamination, mais c'est lié à la présence d'Amanda dans le logement, sachant qu'elle vivait, elle partageait la salle de bain, elle partageait les lieux avec Meredith et avec ses colocataires. Donc ça pourrait expliquer
la présence de son ADN mélangé à celui de Meredith. Bon. Première chose. Pareil pour le morceau de soutien-gorge de Raphaël. Sur le morceau de soutien-gorge de Raphaël, il y a son ADN à lui, il y en a 2 autres. Donc la défense en déduit que potentiellement une contamination aussi peut-être par les personnes qui ont manipulé les échantillons dans le laboratoire. Donc ça fait mouche. Et apparemment, des témoignages, des différentes séries, des documentaires, au moment où les experts présentent leur argumentation, il y a une stupeur dans tout le tribunal, car finalement, tout ce que l'accusation avait présenté tombe. Dernière chose, les témoignages dont je vous ai parlé. Alors, pas les témoignages des proches, ceux-ci sont maintenus. Amanda se défend en disant que les amis de Meredith ne l'aimaient pas, que c'est pour ça qu'elle dresse un portrait plutôt négatif de sa personne. Mais les témoignages des témoins oculaires, donc le SDF et le propriétaire de magasin, de supérette, sont également battus en brèche. Le SDF serait un toxicomane avéré et la crédibilité de son récit, de par son addiction, est remise en question. Quant au propriétaire de la supérette, il est venu se présenter aux policiers 1 an plus tard. Donc le temps qu'il a mis pour aller raconter ce qu'il avait vu, soi-disant, ce matin-là, paraît également pas suspect, mais on peut se dire que peut-être qu'il a confondu. Voilà, c'est ce que la défense raconte, qu'il aurait confondu 2 jeunes femmes, et sachant qu'il ne peut pas en plus montrer la preuve de ce qu'Amanda a acheté ce soir-là. Voilà. Donc tous les éléments qui paraissaient extrêmement solides sont, point par point, décrédibilisés par la défense, enfin, selon le point de vue de la défense. Pour eux, Amanda et Raphaël n'étaient pas présents dans la maison à ce moment-là. La police a fait preuve d'amateurisme et Amanda a été victime d'une chasse aux sorcières médiatique. C'est là où je disais que ce soit pour l'accusation comme la défense, la médiatisation de cette affaire a donné des arguments à l'un et à l'autre. Lors du premier procès, la caricature qui était faite d'Amanda l'a décrédibilisée aux yeux des jurés. C'est-à-dire que, voilà, on l'a présentée encore une fois, elle était surnommée Foxy et Noxy, donc cette jeune beauté fatale manipulatrice. Ça a dû, dans l'inconscient des jurés, jouer. À l'inverse, 2 ans plus tard, ce que met en avant la défense, c'est qu'il y a eu une manipulation de l'opinion. Et que du coup, cette manipulation de l'opinion a influencé les jurés et que potentiellement, ils ont été biaisés dans leur manière d'analyser les faits qui, pour la défense, ne tiennent à rien, étant donné l'amateurisme de la police, le risque de contamination, etc., etc. Voilà, on en est en 2011. Et donc, à la fin de ce 2e procès, Amanda et Raphaël sont acquittés. 4 ans après, ils sont libérés. Amanda rentre aux États-Unis. Raphaël reprend le cours normal de sa vie, non sans peine, car lui, il reste en Italie, où le stigmate, du coup, est quand même très important. Mais ce n'est pas terminé. En 2013, l'acquittement est cassé par la Cour de cassation italienne. Car les parties, le procureur et les parties civiles ont fait un appel ultime auprès de la, comme chez nous, hein, il y a trois étapes, auprès de la Cour suprême, la Cour de cassation. Et donc cette cour renvoie en première instance à un tribunal de Florence le cas du meurtre de Meredith pour qu'il soit rejugé, pour qu'Amanda et Raphaël soient rejugés. Encore une fois, Rudy Guede, il est en prison, et voilà, et lui, plus personne n'en parle. Alors bon, c'est la personne qui est quand même la plus incriminée dans cette affaire. Mais personne n'en parle parce qu'il purge sa peine finalement. Donc la rigueur, justice était à peu près rendue. Mais le fait qu'il n'y ait pas de confrontation des 3 personnes, ça aurait été intéressant qu'ils soient confrontés quand même lors d'un procès. Ça aurait pu, je pense,
La présence physique des trois au même endroit aurait pu peut-être permettre de faire émerger une forme de vérité. Enfin bref, en tout état de cause, Raphaël et Amanda sont rejugés, ils sont condamnés à nouveau. Voilà, c'est vraiment, cette affaire, c'est un jeu de ping-pong, enfin, c'est pour ça que c'est un peu addictif d'ailleurs, parce que, enfin, on ne s'en sort pas, quoi. Enfin, voilà. Je rappelle, 2009, ils sont condamnés sur la base des preuves ADN et des témoignages. En 2011, la défense bat en brèche tout cela en décrédibilisant, en disant que ce n'est pas fiable, que les preuves ne sont pas fiables, la manière dont elles ont été récoltées n'était pas fiable, et les témoignages ne sont pas fiables également. Et en 2013, le tribunal de Florence s'aligne sur le premier jugement en disant que si les ADN récoltés étaient suffisamment solides pour pouvoir conclure à la présence d'Amanda et de Raphaël et potentiellement à leur participation au meurtre. Donc ils sont condamnés à nouveau. Par contumace pour Amanda, qui n'est pas présente. Et Raphaël, qui n'est pas dans les alentours de Florence, n'est pas... Alors je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas il ne retourne pas en prison. Je crois qu'il est assigné à résidence, enfin il ne doit pas quitter l'Italie, mais il ne retourne pas en prison, en incarcération. Ils font appel, évidemment, et donc là, l'affaire atteint la Cour suprême, donc italienne, donc vraiment la dernière juridiction possible. Et la Cour suprême, en 2015, définitivement statue. Elle acquitte Amanda et Raphaël. Et contrairement à ce qui est raconté quand même dans le narratif, notamment celui d'Amanda depuis son acquittement en 2015, et dans les médias notamment occidentaux et américains, par-dessus tout, ils ne sont pas innocentés. La Cour suprême, parce qu'en droit, elle ne peut pas juger le fond, mais elle déclare qu'étant donné les erreurs de procédure, le manque de rigueur pendant l'enquête, on ne peut pas utiliser les preuves qui ont été présentées. Voilà, elles ne peuvent pas malheureusement être utilisées comme argument pour condamner Amanda et Raphaël. Mais la Cour suprême précise qu'ils ne statuent pas sur l'innocence d'Amanda et de Raphaël, mais que leur intime conviction et leur présence sur les lieux. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que dans cette affaire, Amanda et Raphaël ne sont pas innocentés. Ils ne sont pas condamnés faute de preuves suffisamment fiables qui permettraient d'être sûrs de leur culpabilité au-delà du doute raisonnable. Le doute raisonnable, en droit, étant la ferme conviction, basée sur des preuves tangibles, de la culpabilité d'accusé. Et la Cour suprême italienne dit bien qu'elle ne peut pas aujourd'hui assurer que les preuves utilisées permettent de les condamner au-delà du doute raisonnable. Et donc d'assurer aussi un procès équitable. Finalement, c'est ça au fond. Hein. L'équité du procès n'a pas été assurée, que donc le doute raisonnable, enfin, condamnation au-delà du doute raisonnable ne peut pas être permise. Mais que ça n'empêche que la conviction morale des juges, c'est quand même extrêmement important. Alors, c'est aussi peut-être par solidarité avec toute la chaîne judiciaire italienne, c'est pour ne pas décrédibiliser les deux jugements de 2009 et 2013, la Cour suprême précise que leur conviction est la présence d'Amanda et Raphaël sur les lieux, et bien évidemment, du coup, leur participation au meurtre de Meredith. Voilà ce que j'en pense personnellement. Je me suis repenchée dans cette affaire à la suite de la série qui est sortie sur Disney, The Twisted Tale of Amanda Knox. Donc en français, on pourrait traduire ça comme l'histoire tordue d'Amanda Knox, les péripéties, donc comme si c'était une péripétie, d'Amanda Knox. Je me suis plongée dans cette série qui est au demeurant excellemment bien faite, bien construite, très émouvante. Et en sortant de cette série, j'étais pleine compassion avec Amanda et Raphaël, attristée par cette histoire qui est présentée comme une erreur judiciaire. Clairement.
Et j'avais eu de vagues souvenirs avant de me replonger dans la série. Effectivement, sa médiatisation ne nous avait pas échappé, même si, alors moi j'étais jeune à l'époque, mais je suis française, mais je me souviens que c'était quand même, voilà, les médias penchaient vers une culpabilité d'Amanda. Donc en regardant cette série, j'ai regardé juste après le documentaire Netflix, je me suis dit potentiellement, oui, mince, c'est une jeune femme et un jeune homme, donc Amanda et Raphaël, qui ont été victimes d'une enquête bâclée. Il fallait trouver des coupables et c'est tombé sur eux. Voilà, on a créé une histoire sulfureuse autour de ça, car ce que je n'ai pas précisé, c'est que le déroulé potentiel selon l'accusation du meurtre, ce serait un jeu sexuel qui aurait mal tourné, c'est-à-dire que euh, euh, les détraqués Amanda et Raphaël, obsédés par le sexe, auraient poussé, aidés par Rudy Godet, auraient poussé Meredith à des actes sexuels et ça aurait dérapé. Voilà. Concrètement, c'est ça hein, qui est présenté par l'accusation au regard des preuves. Mon avis, ensuite, parce qu'après cette série, je me suis repenchée dans l'affaire, les forums, les relevés des procès, donc justement, les preuves avancées, et je me suis un peu sentie lésée, c'est-à-dire que j'ai eu un peu les poils qui s'hérissent, parce que je me suis dit, on a quand même réussi à décrédibiliser tout un système judiciaire, le système italien. Voilà, première chose. Donc la défense d'Amanda était tellement efficace, et dans sa série, ils sont un peu présentés comme ça, hein, c'est vraiment, on diabolise le système italien, le système policier, le système judiciaire italien, et voilà, c'est sauvage un peu, hein, voilà, c'est un peu, voilà, c'est ces gens qui font tout n'importe comment, et à cause de ça, pauvre Amanda et le pauvre Raphaël ont été inculpés. Mais quand vous regardez les preuves que je vous ai présentées au début, je trouve que ça fait quand même un certain nombre de preuves, et que si, bien évidemment, il y a eu la négligence, que cette négligence s'applique à l'ensemble des preuves, ça me paraît gros, très personnellement. Voilà, donc sans dire qu'elle est coupable ou quoi. Ce que je disais, si les médias ont caricaturé Amanda et Raphaël au départ, ils ont ensuite caricaturé avec l'aide, parce que c'est ce qui est aussi soulevé par les gens qui pensent qu'Amanda est coupable, la famille d'Amanda a très tôt embauché un spécialiste en relations publiques, donc quelqu'un qui justement est là pour faire changer l'opinion publique. Et donc on a caricaturé les deux accusés, et plus tard on a caricaturé la police italienne, et donc l'histoire, cette histoire. Voilà. On est passé des diaboliques des adolescents, en gros, hein, ce qui sortait de l'adolescence, à la diabolique police italienne qui s'est acharnée sur ces pauvres jeunes femmes et jeunes hommes. Moi, je pense que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que malheureusement, il y a eu de l'amateurisme, il y a eu effectivement peut-être de la misogynie de la part du procureur Minini, c'est-à-dire que moi, je pense que le scénario qu'il avance est faux. Par contre, rien ne dit qu'il n'était pas présent. Et je lis souvent aussi les défenseurs d'Amanda Knox qui n'avait pas de motif, de mobile, si elle en avait un, qui était l'animosité qu'elle avait envers Meredith et qui était réciproque. Voilà. Et que potentiellement, parce que alors ce qui n'est pas dit non plus, hein, et ça il y a plusieurs témoins, des proches, n'ont aucun intérêt à mentir, le jour ou la veille du meurtre, Meredith s'est rendue compte que l'argent de son loyer, qu'elle avait en cash dans un tiroir, manquait. Elle avait été subtilisée. Et elle soupçonnait sa colocataire. Donc, potentiellement, et c'est ce que j'en suis arrivée à cette conclusion, grâce, il faudrait que je remette en description le nom de cette experte, c'est une experte mathématicienne française qui s'est intéressée à l'affaire, et c'est elle qui dit que qu'il y a un risque de contamination sur un échantillon d'ADN, c'est possible, mais enfin qu'il y a un risque de contamination sur l'ensemble des échantillons d'ADN, bon, ça paraît gros d'une part, et d'autre part, les deux jugements, le fait qu'ils aient quand même été jugés à 2 reprises coupables, ne permet pas de les exonérer, moralement du moins, hein, juridiquement ils le sont, et c'est incontestable, mais moralement de tout ça. Et donc, c'est ce scénario-là auquel elle arrive est pour moi le plus plausible, potentiellement, d'une dispute qui aurait mal tourné, tout simplement. Raphaël et Amanda étaient dans la cuisine, ils fumaient des joints, ils parlaient fort, ce que Meredith n'appréciait pas forcément. Meredith débarque en l'accusant d'avoir volé de l'argent, et ça part en live.
Voilà. Et potentiellement, Rudy Godet était là avec eux, en train de fumer également. Car on sait qu'il s'amusait, il venait aux soirées des jeunes hommes qui habitaient en dessous de la maison des filles, de la coloc des filles. Et ces jeunes hommes, par contre, les 3 autres jeunes hommes avaient des alibis solides, qui n'ont jamais été mis en cause. Enfin, voilà, ça a été vérifié. Mais, moi, je pense que potentiellement, c'est cette histoire. Voilà. Donc ça, c'est après avoir tout lu, analysé, etc. Malheureusement, je ne suis pas du tout convaincue de son innocence et je suis du coup d'autant plus gênée par cette médiatisation en fait, qui dure depuis maintenant 11 ans, 10 ans. Et quand même elle aurait été innocente, je comprends qu'elle a complètement le droit de chercher à... Parce que Raphaël est un peu plus discret, mais elle, Amanda, est quand même se met vachement en avant par rapport à cette histoire. Et quand même elle a le droit de le faire. Le fait qu'elle mentionne très peu sa colocataire tuée lors de ces interviews est extrêmement gênante. Et j'étais d'autant plus gênée en regardant l'un des podcasts auxquels elle a participé de Dax Shepard. Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément remarqué au départ, mais c'est les commentaires qu'il montrait. Elle en parlait de manière assez désinvolte. Elle exprimait de manière très très dure, très cash, les éléments du crime. Enfin, moi, si mon ami colocataire se fait trucider de la manière dont Meredith s'est fait tuer, j'aurais du mal quand même à qualifier les faits. Et autre chose qui m'a interpellée, moi personnellement, c'est que quand on lui demande comment elle a voulu dépeindre Meredith dans la série qui est sortie, et ce qui est vrai, elle la montre sous un... Pas du tout, effectivement, la Meredith qui a été décrite pendant le procès, donc sous un angle plutôt léger. Donc finalement, elle renforce, elle essaye de renforcer les traits de personnalité qui étaient similaires chez Meredith et elle. C'est ça, dans la série. Meredith, elle aussi, était une jeune femme qui s'amusait. Voilà, c'était pas ce que l'on a essayé de dépeindre pendant le procès. Et justement, quand elle dit ça, à un moment donné, elle emploie un terme. Je me suis dit, elle dit, je ne voulais pas que les gens aient l'image de la pétasse guindée qu'on a voulu dépeindre d'elle. Uptight bitch en anglais. Et là, je vous avoue, j'ai eu un peu le sang glacé. Je me suis dit, car on ne l'a jamais dépeinte comme ça, mais on a juste dit que c'était ce qui a été dit pendant les procès, que c'était une jeune femme sérieuse, qui avait besoin de calme et d'ordre. Et non pas que c'était une pétasse guindée. Voilà. Donc, et effectivement, voilà, moi je suis pas encore... voilà, il me manque aussi des éléments. J'ai pas vraiment tout regardé, tout le contenu auquel on a accès en ligne. Mais c'est vrai qu'elle l'évoque peu. Quand elle l'évoque, parfois, c'est de manière un peu froide, comme lors de ce moment. Et elle aurait aussi cherché à se rapprocher de la famille de Meredith, alors qu'on peut les comprendre, et elle se plaint du fait que la famille de Meredith ne veuille pas qu'elle se rende sur sa tombe. Enfin, même si tu es innocente, malheureusement, il y a un soupçon de culpabilité qui plane, donc moi je comprends les proches de Meredith. Enfin, il y a un côté très égocentrique dans la manière dont elle, on va dire, tente de laver son nom. Il y a un manque d'humilité, et ça c'est vrai. C'est pas que c'est suspect, mais c'est dérangeant. Voilà. Et quand c'est dérangeant, dans le cas d'un meurtre, ça ne joue pas en votre faveur. Donc, je me suis sentie manipulée, moi, à la suite de cette série, en regardant cette série, puis en me penchant réellement sur les éléments, les pour, les contre. Je me suis un peu sentie manipulée. Voilà. Je me suis sentie manipulée. Donc, je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est le cas de tout le monde. Est-ce que voilà, puis bon, je ne suis qu'une simple jeune femme intéressée par cette histoire. Si des professionnels du droit n'ont pas su trancher, parce que finalement, les atermoiements de la justice italienne démontrent qu'il y a un flou dans cette affaire. Voilà, c'est pas nous qui allons trancher. Mais pour moi déjà, le discrédit qui a été jeté sur la police italienne, si sur certains aspects
il est légitime, sur d'autres pas du tout, et il y a quand même pas mal d'éléments factuels qui malheureusement incriminent Amanda et Raphaël. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette affaire, si ça vous intéresse. Également, je mettrai quelques ressources en commentaire. Voilà, bonne soirée.